Alors, comme je le disais, l'Institut Business School entend organiser une série de webinaires sur le projet de loi de finances. Donc, ces ateliers financiers intitulés les mercredis de la loi de finances 2025 vont essayer de décortiquer l'ensemble des mesures entourant ce projet, tout en mettant l'accent sur les enjeux économiques, sociaux et fiscaux. Alors, chaque session va réunir un modérateur accompagné d'un intervenant qui vont essayer de mettre la lumière sur les orientations budgétaires, les priorités de dépenses ou encore les réformes fiscales, sans oublier l'impact potentiel que peut avoir ce PLF sur les entreprises et sur les citoyens. Donc, si vous êtes une personne désireuse d'approfondir sa compréhension quant aux décisions façonnant l'avenir économique du pays, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et justement, on va essayer de comprendre les objectifs du gouvernement vis-à-vis de ces réformes proposées dans le cadre de ce projet de loi de finances, qui, à mon sens, est plus que essentiel. On va essayer de se questionner par rapport aux grandes réformes fiscales prévues, les nouveaux dispositifs d'incitation à l'investissement et à la création de l'emploi. Comment le gouvernement va essayer aussi de se questionner par rapport aux intentions du gouvernement de financer ses ambitions sociales tout en essayant de maîtriser ses finances publiques et ses priorités de dépenses. Donc, ce sont des questions avec plein d'autres qu'on va essayer de décortiquer tout au long de cette série de webinaires sur le projet de loi de finances. Parmi les axes principaux sur lesquels on va s'attarder, nous notons les orientations budgétaires du PLF 2025 et qui fera l'objet de ce bloc, de ce webinaire d'aujourd'hui, la consolidation de l'investissement et la création de l'emploi, la préservation de la soutenabilité des dépenses publiques ou encore le renforcement des piliers de l'État social. Et on va finir cette bloc ou cette série de webinaires par la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles. Donc là, pour parler justement, pour discuter des coins et des recoins de ce premier bloc qui est l'évaluation générale du PLF 2025. J'ai la chance d'être accompagné par un intervenant de renom, dans la personne de Hicham Atosh. Alors, je vais commencer par une brève présentation du professeur Atosh. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur en économie et gestion à l'Université Mohamed V de Rabat, un poste que vous occupez depuis 2010. Vous êtes également coordonnateur du master d'ingénierie du tourisme, toujours à l'Université Mohamed V de Rabat, en partenariat avec la Société marocaine d'ingénierie du tourisme. Et c'est une institution gouvernementale chargée de l'orientation des investissements et de la qualification touristique. Vous êtes également Hicham Atoche, président du Forum des économistes marocains, un poste que vous occupez depuis 2010, membre de l'équipe de suivi de supervision des études de tourisme rural et solidaire, et vous êtes aussi expert en évaluation des dossiers d'accréditation et en audit institutionnel à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc. Bienvenue, Hicham Atoche. Alors, bien évidemment, le Maroc, il va s'engager dans une nouvelle année fiscale 2025. Alors, ce projet-là, il va se dessiner, moi, comme un jalon majeur pour le pays. Ce projet va essayer de définir les orientations ou les priorités budgétaires et économiques pour l'année à venir. Il va s'inscrire, tenez-vous bien, dans un contexte qui est caractérisé par perpétuelle mouvance, un contexte qui est caractérisé par une relance économique post-Covid-19. Donc, nous avons tous vécu justement cette période post-Covid-19 et les impératifs liés aussi à la transition énergétique, écologique, sans oublier les tensions géopolitiques. Donc, ce projet-là, il va essayer de constituer un tournant dans la stratégie de développement du royaume. Avant de vous poser ma première question, cher Hicham Atoche, j'aimerais avoir quand même votre réaction à l'édito. Donc, tout d'abord, merci, chers amis collègues. Bonjour, toutes les personnes ici présentes et présentes à distance. Par rapport à votre édito, je tiens à vous remercier et remercier le CESCA d'avoir pris la charge orienter les débats. Puisque, comme vous savez, on va débattre sur le projet de loi de finances, y compris les projets, y compris les scientifiques, la société civile, comment pèse surtout contre
une femme avec une voix experte. Et du coup, par rapport à votre édito, j'avais apprécié un petit mot que vous avez utilisé, tournant. Je vais l'appeler également itinéraire, en rappelant un peu le plan quinquennal 88-90, où le Maroc euh, est en train de se préparer, de sortir du plan d'ajustement structurel qui a commencé en 83, qui a été fait en 94. Mais pour sortir d'une crise, il fallait un plan itinéraire. Et je peux considérer aujourd'hui, à travers le tournant dont vous avez évoqué, plus particulièrement pour Covid, si l'on mesure les dates, c'est tellement suffisant d'avoir un recul par rapport à la chose et donc de commencer à penser un peu plus comment la loi de finances n'est pas quelque chose qui peut passer inaperçu. Merci Louis. Je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est un texte, même s'il a l'annualité et la conjoncture, il a réagi à la conjoncture, mais tout de même, il est déterminé. Justement, alors merci beaucoup, cher Hicham Atouch, pour votre réaction à chaud à l'édito. Alors, sans transition, je vais me jeter mon dévolu sur ma première question aujourd'hui pour vous, Hicham Atouch. Ce sera la suivante. Quelle grille de lecture vous faites de ce projet de loi de finances et plus particulièrement des lois de finances en général, histoire de contextualiser et de mettre les choses dans un cadre global pour nos auditeurs aujourd'hui? Ok, merci pour cette question. Je crois, même si nous sommes en économie, parlons de la loi de finances, clairement, mais en fait, on peut en faire une lecture managériale. Autrement dit, là, évoquer la question du contexte ou de grille de lecture, comme vous le savez, même dans l'enceinte scientifique où je suis, si vous n'avez pas les éléments de baromètre et de mesure nécessaires, votre appréciation serait réduite et réductrice. Et du coup, pour moi, quand on veut lire le PLF, le projet de loi de finances qui est à l'heure actuelle discuté au Parlement, Chambre 1, puisque c'est la chambre déterminante en la matière, dans un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, et les lois sont adoptées par le législatif en fin de compte. Je crois que les principaux éléments que je vais décliner sont nécessaires pour une bonne lecture d'un projet de loi de finances, aussi bien que vous soyez député ou que vous soyez un intéressé scientifique ou que vous soyez un étudiant en la matière. Le premier élément, c'est la référence des lois de finances, à savoir la loi organique des lois de finances 130/13 de 2014. Pourquoi j'évoque la loi de finances? La loi organique, pardon, des lois de finances. Tout simplement parce que c'est elle qui a érigé la gestion axée sur les résultats. Donc, depuis 2014, le Maroc s'est orienté non pas pour des budgets de moyens, mais plutôt fixer des objectifs, mobiliser les moyens nécessaires pour les atteindre. Donc, première grille de lecture par rapport à quel résultat attendre. Deuxième élément de cette grille, c'est que les projets de loi de finances, elles répondent à quelque chose qui s'appelle le budget triennal. Le budget triennal au Maroc, il est à l'horizon 2027. Ça permet surtout d'orienter l'investissement plus que le fonctionnement. Pour le fonctionnement, c'est question je dirais, de maîtrise, de rationalisation. Mais pour l'investissement, il ne peut pas s'inscrire dans la règle de l'annualité, mais dans la règle de la pluriannualité. Donc, deuxième grille de lecture euh, pour lire un peu le PLF. Et pourquoi je l'ai évoqué? Parce que l'un des mots-clés que nous allons évoquer tout à l'heure, peut-être, et chacun de vous, quand il lit les grandes orientations, il trouve toujours les mots de renforcement, poursuite, continuité. Et donc, ces mots-là, ils façonnent la façon avec laquelle on voit la loi de finances. Troisième élément de lecture, c'est toujours la vision d'un pays. Et dans notre cas de figure, c'est le nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Le PLF peut constituer une porte de lecture. Est-ce qu'on est dedans ou out? In ou out? Quatrième élément que je crois qu'il est intéressant dans cette grille de lecture, c'est les engagements internationaux vis-à-vis des parties prenantes qui peuvent être des pays, des organisations
à l'instar de la FIFA. Et on va peut-être en parler, comme vous le savez, le Maroc, euh, je ne dirais pas candidat, il est organisateur, conjointement avec l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030. C'est quelque chose qui est déterminant au PLF. Et cinquième élément, bien que je suis un peu lent sur cette première question, si vous me le permettez, c'est toujours un programme gouvernemental. La loi de finances, c'est la traduction de ce que veut faire l'exécutif. Mais la particularité du projet de loi de finances, c'est pas ça. C'est une loi de l'État. Parce qu'il va être adopté par le Parlement avec ses deux chambres, avec bien évidemment prédominance de la première chambre qui est considérée numéro un en la matière. Sixième élément, comme vous le avez, ceux qui nous écoutent bien évidemment et tous ceux qui sont là, c'est la question des réalisations passées, un bilan. Également, c'est une grille de lecture. Ce que vous allez faire est conditionné par rapport à ce que vous avez fait. OK? Et donc, également, il faut savoir cet élément. Je dirais également un élément qui est très central, c'est les indicateurs macroéconomiques. Parce que le déjà fait, on le mesure avec des taux. Les taux les plus importants en la matière, c'est le taux de croissance du PIB, produit intérieur brut, c'est le taux d'inflation, c'est le taux de chômage, merci. Et également, nous avons les soldes des équilibres extérieurs. C'est ce qu'on appelle le carré magique pardon, de Kaldor. Le carré magique de Kaldor. Vous avez le huitième élément, c'est les stratégies déjà engagées. Le neuvième, pour aller un peu euh, plus direct, et ça, on ne va pas s'éloigner du dernier discours du roi, c'est les orientations royales, plus particulièrement qui mettent les doigts sur un projet ou un deux, ou sur un secteur ou un autre. Et donc, ça oriente également ce qui va apparaître sur la loi de finances. Si vous me permettez de réduire un peu ce que je viens de dire, presque en 10 points, ça peut aller vers que la loi de finances, c'est une traduction d'une volonté, mais sous contrainte. C'est une traduction d'une volonté sous contrainte et c'est comme ça qu'il faut la lire en un mot, en une phrase. Quelle est la volonté d'un pays? Comment il la voit? Comment il veut l'opérationnaliser? Parce que la loi de finances également, c'est un lieu des opérations, ce n'est pas un lieu des projets, ni de programmes, ni de stratégie. OK? Merci pour cette première question. Merci beaucoup, cher Hicham Touche. Et je ne peux que souscrire par rapport à ce que vous avez dit, surtout à la fin, lorsque vous avez essayé de faire le distinguo entre contraintes et réformes. Et bien évidemment, ce projet de loi de finances 2025, il va essayer d'articuler les priorités budgétaires ou politiques avec les contraintes économiques. Et j'ajoute à cela, cher Hicham Touche, et je parle souvent de contrôle, bien évidemment, que ce projet de loi de finances 2025, il vient dans un contexte particulier où il y a un environnement économique globalisé à outrance. Il y a une succession de récessions ou une recrudescence de crise économique. Et là, l'une des questions cruciales qu'il va falloir qu'on se pose, nous, en tant que financiers, qu'académiciens, que doctorants, qu'étudiants, que professionnels de la finance, c'est de justement savoir si le gouvernement réussira à réconcilier objectifs sociaux avec la rigueur budgétaire nécessaire pour maintenir les équilibres macroéconomiques dont vous avez parlé, cher Hicham Hatouche, avec bien évidemment la soutenabilité de la dette publique. Et nous aurons l'occasion justement de parler de la soutenabilité de la dette publique dans un autre webinaire qui sera consacré à ce bloc plus précisément. On va essayer de prendre un autre envol par rapport à ce bloc orienté ou dédié aux orientations générales du projet de loi de finances 2025. Et ma deuxième question pour vous, cher Hicham Hatouche, ça va être dans quel contexte particulier sera adopté ce projet de loi de finances 2025 avec peut-être une insistance sur l'aspect national et international. Et merci. Vous allez me permettre peut-être de réagir à une petite séquence que vous avez évoquée, c'est un peu réconciliation. Peut-être un mot-clé que vous avez évoqué, réconcilier le social à l'économique. Et ça me rappelle un cours particulier, celui des politiques économiques, et plus particulièrement un livre de Xavier Greff.
Et dans ce livre-là, on peut en déduire à la fin que les objectifs et les attentes parties prenantes des parties intéressées sont antagoniques. Il y a des antagonismes et ce qui fait que les équilibres en général dont on parle ne vont pas toujours dans le même sens. Il y a certains ratios qui vont dans les sens inversés. Je prends à titre d'exemple la courbe de Phillips quand elle parle que si vous augmentez l'inflation, le taux de chômage va être réduit, bien que la stagflation a remis en question cette doctrine. C'est-à-dire, si l'on augmente l'inflation, le chômage baisse. C'est un peu ça, une doctrine mécanique. Mais la réalité des choses a montré, même dans la dernière phase que nous avons vécue avec le Covid-19, que les deux allaient dans le même sens. Il y avait du chômage, il y avait de l'inflation, c'est ce qu'on appelle stagflation. Ça, je ferme la parenthèse de ma, ma, ma relance sur le mot réconciliation. Maintenant, si vous me permettez de revenir vers le contexte dans lequel le PNF et les gens peut-être qui ont l'habitude de m'écouter parler un peu du projet de loi de finances longuement, mais d'une manière globale et avec une approche de critique constructive, ne vont pas trouver euh, tout ce qu'ils cherchent, puisque le webinaire-là, il est divisé en 4 à 5 blocs, et aujourd'hui, nous ne sommes qu'un seul bloc, celui de voir un peu les orientations générales. En termes de contexte, comme vous l'avez signalé, 2 facteurs externes, je dirais, et internes, qui déterminent un tout petit peu euh, ce que le gouvernement et finalement l'État, parce que ce n'est pas le gouvernement, parce qu'il y a le budget général de l'État, vous avez les services d'État gérés d'une manière autonome, vous avez les établissements publics, c'est-à-dire vous avez autant d'acteurs, vous avez les collectivités territoriales, vous avez autant d'acteurs qui interagissent à l'intérieur de projets de loi de finances. À l'international, je dirais 2 mots. Et au national, je dirais également 2 mots. Les 2 mots que j'ai choisis pour parler du contexte international, c'est reprise et incertitude. Okay? Reprise et incertitude. La reprise apparaît à travers le taux de croissance mondial qui va s'améliorer, sans entrer dans les chiffres, si vous voulez, ça serait dans l'ordre de 3,2% PIB. Ça apparaît également dans la baisse du taux d'inflation, et on sait bien que nous importons du pétrole, nous importons des intrants tels que le matériel nécessaire pour les voitures et tout ce que vous voulez. Quand l'inflation s'envole chez eux, elle va s'envoler également, partiellement, je dirais, chez nous, parce que l'inflation chez nous n'est pas totalement importée. Il faut lire un tout petit peu les notes d'alerte du Conseil économique, social et environnemental en la matière, pour savoir comment se construit l'inflation au Maroc et qui n'est pas toujours importée ou qui passe par la pompe, c'est-à-dire la pompe à essence. Okay. Et donc, je dirais en un mot, pour la reprise, l'inflation va baisser, pas trop, mais c'est déjà intéressant. Et vous avez que la zone euro qui est... Pardon. C'est ce que vous pouvez élever la voix parce qu'il y a certains autres. Ok, ok, j'ai la voix qui porte, mais j'avais cru que je vais un peu trouer un peu les tampons des collègues, mais sinon, je vais faire comme si je suis magistral. Et donc, je disais, et j'espère que je suis bien écouté, que le taux de croissance va s'élever, que le taux d'inflation va baisser et que la zone euro, qui est notre partenaire plus particulièrement France-Espagne, ils vont connaître une légère croissance à 1,09, ce n'est pas 1%, mais quand même, ça leur permet de nous adresser une demande. Et vous avez la dernière visite d'Emmanuel Macron avec une vingtaine d'accords signés, il vous donne un peu le décor. Il plante un peu le décor. Maintenant, pour les incertitudes, ça pour la reprise. Pour les incertitudes à l'international, je ne vais pas s'éloigner pour faire une démonstration à la chose. 2 mots-clés. Changement climatique et le Maroc, on en a connu. Sécheresse d'un côté, inondation de l'autre. OK? Séisme, je ne peux pas le mettre au compte des changements climatiques. Juste à démontrer, bien sûr. Et vous avez deuxième élément, c'est toutes les tensions géopolitiques et géoéconomiques. Le géoéconomique n'apparaît pas trop, mais elle est là.
Il est derrière le géopolitique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'USA, euro, face aux BRICS, Brésil, Russia, India, China and South Africa. C'est la partie cachée de l'iceberg. La partie apparente de l'iceberg, c'est une guerre Russie-Ukraine, c'est une boule de feu de Tofan al-Aqsa. OK. Ça, c'est au niveau international. Au niveau national, on peut dire qu'il y a plus d'optimisme que de pessimisme. Et donc, les deux mots-clés seront un peu ça, entre optimisme et pessimisme. Je donnerai, si vous me permettez, puisque je suis dans les chiffres, et dans les chiffres, je ne me permettrai pas de m'aventurer à parler dans l'air sans regarder un peu les notes qui sont revenues, aussi bien dans la note de cadrage, on appelle circulaire du chef de gouvernement, OK, qui est datée du 6 août 2024 et qui porte le numéro 10-2024. Je ne vais pas passer outre, bien évidemment, le PLFT qui a été déposé et sa présentation par le chef du gouvernement, et plus particulièrement la ministre des Finances et le ministre du Budget. Donc, l'optimisme, il apparaît à travers un dynamisme des arrivées touristiques. Chiffre que je viens de lire tout à l'heure, octobre, nous avons 14,6 millions d'arrivées, ce qui est un record par rapport à il y a longtemps. Vous avez également hors agriculture, quand je dis hors agriculture, c'est tout ce qui est voiture, tout ce qui est on appelle les métiers mondiaux du Maroc, les 3 ans, okay, qui ont été lancés avec l'étude du McKinsey en 2004, quand on a lancé l'émergence, puis le PNI, le Programme national d'émergence industrielle, puis la stratégie d'accélération industrielle. Okay? Ça donne quand même des améliorations, bien que derrière, est-ce que ces secteurs-là arrivent à se positionner et à donner de l'emploi? Rien que pour donner quelques exemples, si je prends les voitures, 101 milliards cette année, 102 milliards, disons presque. Et ce chiffre-là, ce n'est que de août. C'est-à-dire que l'on peut terminer facilement l'année avec 130 milliards de dirhams d'exportation de voitures. Ça dépasse largement, approximativement en fin d'année, 70 milliards qui seront réalisés par les phosphates, par l'OTP. Donc, le premier secteur serait les voitures avec 40 milliards presque de différence par rapport aux phosphates. Se cache une réalité autre, il faut faire attention s'il vous plaît, c'est que pour les phosphates, c'est notre richesse. Pour les voitures, c'est un partenariat international, c'est des intrants qui sont achetés. Il faut faire le moins du côté des importations pour les voitures. Par contre, pour les phosphates, le moins serait moins que celui des voitures. OK. Donc, vous avez également je dirais, les revenus des ressortissants marocains à l'étranger. On estime que les Marocains défendent les couleurs là où ils sont, et rien que chiffre de août, c'est 81 milliards de dirhams qui ont été transférés. Ce qui est un chiffre quand même très consistant, ce qui permet d'équilibrer la balance des paiements. OK? Et on n'est pas déficitaire sur la balance des paiements que sous peu. Vous avez également les recettes fiscales. C'est un élément que l'on va discuter à deux pieds. Septembre 2024, l'État a fait des rentrées de 200 milliards en fiscalité. Cette année, septembre 2023, je parlais, pardon, septembre 2024, c'est 224 milliards, plus 24 milliards de dirhams. Ce qui va renvoyer à ce que l'État pompe sur la fiscalité encore. Et c'est un débat que je n'aimerais pas animer maintenant, peut-être tout à l'heure s'il y a des questions. Et également, il y aura des webinaires futurs qui vont discuter un peu la chose. Vous avez également un dernier élément qui cache une autre réalité, c'est que l'inflation n'était que 1,1%. Il dit 1,1%, c'est comme si toutes les denrées, tous les biens ont augmenté de 1 dirham pour 100 dirhams.
Ce n'est pas totalement vrai. Mais en moyenne générale, c'est le cas. Certains biens cachent d'autres, certains services cachent d'autres, et les régions ne sont pas égales en la matière. L'inflation dans une région du Maroc, sur les 12 régions, si on fait seulement un découpage administratif et non pas économique, ne serait pas de l'inflation au Maroc, je comprends. Et ces filles ne seraient pas celles de Tanger, etc. Le ciment ne serait pas celles de Rabat, Salé, Konetra et j'en passe. Maintenant, côté pessimisme. Ça, c'était l'optimisme avec un élément point sur la fiscalité, quand même. Sur je dirais, le pessimisme, c'est la récolte agricole. Il y avait un général qui est passé par là. Dieu merci que nous avons eu notre indépendance politique. Un général qui est passé par là, qui avait dit à l'époque, si au Maroc ça pleut, tout marche. Pleuvoir. OK? La récolte, sécheresse, 31 millions de cantons. Généralement, pour être dans les équilibres, il faut 50 millions de cantons. Pardon, c'est pas milliards, mais en millions. Il faut être dans les 50 millions minimum. On était à 30 millions, ce qui fait que le PIB agricole chute. PIB global, bien qu'on estime que la fin de l'année serait à 3,3% PIB, de croissance, ça reste discutable. On attendra bien évidemment les chiffres du nouveau locataire du Haut Commissariat au plan, M. Moussa. Qu'est-ce qu'il va en dire sur cette question-là, bien évidemment. Reste d'autres éléments qui me paraissent très essentiels. Ça serait plus particulièrement le coût de l'organisation de la Coupe du Monde. Je ne sais pas en pessimisme, plutôt on met en contrainte. Ça pèse un grand projet. Nous avons déjà des projets qui ont été engagés depuis les Maroc verts, l'accélération industrielle, et j'en passe, les métiers mondiaux. Mais là, sur les on y va pour des projets structurants, donc la rentabilité reste à. Merci beaucoup, Richard Matouche, pour cette réponse extrêmement éclairée. Alors, j'avais l'intime conviction que vous alliez partir dans des envolées lyriques par rapport à cette question précise, parce que ça fait partie un petit peu de votre champ de prédilection, et c'est le gestionnaire combiné à l'orateur qui parle, cher Richard Matouche. Alors, vous avez évoqué énormément de points par rapport à cette question précise. Vous avez parlé de la gestion des finances publiques, vous avez évoqué les contraintes protagonistes en matière de projet de loi de finances 2025, notamment les tensions géopolitiques. Alors, vous avez parlé des tensions géoéconomiques ou les tensions géoéconomiques qui sont la répercussion notoire des tensions géopolitiques, aussi les conditions climatiques. Alors, nous avons vécu, vous avez raison de le dire, et c'est le cas de dire aussi que nous avons vécu une succession d'années de sécheresse et qui vont influer et avoir des répercussions et des retombées néfastes sur justement l'économie du royaume. Ce sont des enjeux climatiques mondiaux combinés aux exigences de l'Union européenne dont vous avez parlé, cher Richard Matouche, qui vont venir fortement influencer la manière dont justement le gouvernement va proposer ces mesures ou ces arbitrages budgétaires. Alors maintenant, nous arrivons à un tournant de notre webinaire où il va falloir que je profite aussi de votre expertise, cher Richard Matouche, pour essayer de connaître les différents axes stratégiques prioritaires qui ont été annoncés dans la lettre d'orientation de Monsieur le chef de gouvernement et qui sont repris justement dans ce projet dans le cadre de ce projet de loi de finances 2025. Avant que vous me répondiez, Richard Matouche, j'aimerais juste dire à notre auditoire que vous pouvez poser vos questions si jamais vous avez des questionnements ou des interrogations par rapport au projet de loi de finances. Donc, vous pouvez utiliser la conversation sur le chat pour essayer d'interagir avec notre intervenant aujourd'hui. Alors, c'est Aïcha Matouche. Est-ce que vous avez une réponse par rapport Merci, cher ami Bachi. Quand on parle d'orientation, c'est quelque part que l'on va revenir sur des choses qui ont été écrites noir sur blanc sur un document que j'ai montré tout à l'heure. Il suffit SVP de le télécharger. Il est disponible sur le site du ministère des Finances, finance.gouv.moi, partie loi de finances en général. Autant de documents
qui ont été constitutionnellement exigés à ce qu'ils soient mis à la disposition des citoyens, chose qui n'était pas jadis disponible. Je parle un peu des années où j'étais étudiant, il y a une trentaine d'années. Et donc, aujourd'hui, vous allez trouver la circulaire, pardon, vous allez trouver le projet de loi de finances arabe français, vous allez trouver la présentation qui a été faite devant la Chambre des représentants, vous allez trouver 10 rapports d'accompagnement, OK, et vous allez vous trouver dans une petite rubrique qui est très essentielle que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, les rapports de performance départementaux. Revenons maintenant à votre question, si vous permettez, 4 grands objectifs, 4 grandes orientations que je vais mettre en mots réduits puisque c'est de la poursuite ou c'est du renforcement. 1, État social. 2, investissement emploi. Investissement emploi. 3, c'est toujours la continuité de ce qui est stabilisation de la gouvernance, telle que la régionalisation avancée. Et dernier élément, c'est tout ce qui est finances publiques, stabilisation, durabilité, amélioration, équilibrage, mettez tous les mots que vous voulez, mais un jour, le directeur du Trésor avait brillamment, M. Bensouda avait brillamment exprimé cette question de la finance publique, surtout quand on lui a demandé pourquoi vous ne réduisez pas la fiscalité. Il a dit, c'est des jeux d'équilibre qui sont plus que les finances, c'est de la paix sociale. Et donc, pour parler un peu des exonérations à droite et à gauche, de parler un peu comment ça tourne, un tout petit peu cet équilibre. Ici, quand on discute également le PLF, le projet de loi de finances, c'est une augmentation de ce point avant de revenir sur les deux premiers, c'est que la seule chose que quand les deux chambres débattent, c'est qu'ils ne peuvent pas trop changer l'équilibre ressources-emploi. C'est presque, il est prédéfini. Il est presque prédéfini. Il est lié également aux grandes orientations. Maintenant, revenons à l'État social. L'État social, qui a été décliné par une volonté, je dirais, post-2015, où est la richesse. Et donc, la réponse était qu'elle est immatérielle, bien évidemment le matériel, le potentiel qui existe. Et du coup, on avait compris qu'il faut compter sur les êtres humains. Également, nouveau modèle de développement, comme grille de lecture, comme ça j'enchaîne avec ce que j'ai émis, et pour ne pas dire que je lançais des roses à droite et des pierres à gauche. Non, c'est les pétales des roses qui sont utilisés pour donner de l'odeur à ce qui est dedans ici. Et donc, je disais, si vous me permettez, l'État social paraît également dans le nouveau modèle de développement parce que le titre, le grand titre, c'est les compétences. Tout le reste, c'est du détail. Comment développer les compétences et plus particulièrement d'une population, ou plutôt deux populations particulières, les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes. Cette chose également apparaît, plutôt ces deux populations apparaissent également dans le plan gouvernemental quinquennat d'investiture du gouvernement actuel, bien sûr, version 1, version 2 dernièrement, c'est que augmenter le taux d'emploi des femmes et augmenter 1 million d'emplois en France. Et du coup, l'État social, en bref, s'il vous plaît, c'est quelque chose comme 37 milliards d'euros pour 2025, généralisation de l'amour, avec passation de la CNOPS vers la CNSS. Je rappelle à nos auditeurs que la vôtre, c'est l'assurance maladie obligatoire. Assurance, merci. Assurance maladie obligatoire et la CNOPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les organismes de prévoyance sociale qui renfermés, pardon, ou plutôt que continuer ces mutuelles adhérents, je crois, si je le chiffre, je ne me trompe pas, au moins, je crois, c'est 13 mutuelles, PTT, Général et j'en passe. Bon. Augmentation, ou plutôt l'orientation de la subvention directe
vers les familles ayant des enfants avec augmentation de la part. C'est-à-dire, on augmente un petit peu l'aide qui est destinée à ces familles-là. Au passage également, c'est quelques milliards qui sont mis avec un plus de 2 milliards pour la santé. Tout ce qui est construction, par exemple, nous sommes à Rabat, la ville des Lumières. Vous avez nouvelle génération des hôpitaux, pardon, à grand étage, à dimension, je dirais, gigantesque. C'est la vie saine. Vous avez, par exemple, une construction de nouveaux CHU avec leur faculté de médecine, à Colmim, à Bnimlan. OK? Nous avons toute une pensée pour la santé, ça va apparaître également dans les postes budgétaires. Le troisième secteur, pour lequel ont été dédiés des postes budgétaires pour les alentours de, je parle de postes budgétaires, c'est-à-dire l'emploi public direct, l'emploi public direct dans les départements. C'est quelque chose comme 6200 postes budgétaires dédiés à la santé, médicale et paramédicale, médicale et paramédicale. Secteur de l'éducation, quelque chose comme 3 millions qui est orienté vers ce grand y compris bien sûr la formation professionnelle. Donc, on a parlé un tout petit peu de la santé, on a parlé de l'éducation. Je n'oublie pas qu'il y a également une subvention directe euh, au logement. Au logement, bien sûr, avec une agence qui verra le jour dans ce sens. Ça, c'est le premier pilier. Et ça vous montre un peu les orientations de l'État. Santé, système éducatif, couverture sociale d'une manière générale et logement. C'est un peu le pilier. Il y a aussi des petits piliers qui se cachent derrière l'État social. Cette année, ils n'ont pas été très évoqués. Ils n'étaient pas en vogue. C'est un peu tout ce qui est en relation avec les personnes à besoins spécifiques. Okay, pour ne pas dire handicapés, ça, on n'utilise pas ce concept. Je passe au deuxième, celui de l'investissement. C'est une continuité sur un projet chez l'État, c'est de faire d'ici l'horizon 2035 2 tiers investissement privé, 1 tiers public. Okay? Oui, l'État investit encore 100 milliards cette année pour le BGE, le budget général d'État, 320 milliards entre État, collectivités territoriales, établissements publics. Et dans les établissements publics, il suffit de prendre rien que dans CP et prendre également. Quand je dis le CP, il y a dans la tête l'énergie hydrogène vert. Il y a dans la tête hydrogène vert. Et en SCF, il y a dans la tête TGV. Et ça va vous paraître que les 320 milliards de dirhams, c'est quelque chose qui va clairement dans les établissements publics et dans les collectivités territoriales. Parlons pauvres, je veux dire, chers auditrices et auditeurs, et chers ceux qui nous écoutent en vivo, les chiffres ne sont pas trop clairs. Oui, on parle d'emploi, mais il n'y a pas de vrais chiffres directs, clairs, sur lesquels on peut réellement taxer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on compte sur, chaque fois qu'on subventionne quelqu'un, il va créer de l'emploi. C'est difficile de comptabiliser combien il va créer en définitive. La seule chose qu'on peut comptabiliser dans une loi de finances, c'est les 28 906, si je fais exact, des postes budgétaires qui ont été alloués, plus particulièrement avec 2 secteurs en tête, et comme DA, c'est l'intérieur, santé et défense. Troisième pilier, projet structurant, je ne vais pas en revenir. J'ai oublié tout à l'heure que dans le social, il y avait quand même 2 aides deux programmes auxquels il faut faire attention. Le programme de réhabilitation suite au séisme de House et les inondations du sud-est, sud-est. 2 programmes. Le programme de House, les chiffres ne sont pas bien déclinés, bien que les cibles sont identifiées. Mais combien et comment? Le comment, oui, il est connu, mais le combien n'est pas très connu. Par contre, dans les inondations de sud-est,
quelque chose comme 40 milliards est déjà identifié quelque part. De dirhams, je parle bien évidemment. S'il y a des auditeurs, il suffit de convertir en euros ou en dollars pour ça. S'il y a d'autres auditeurs qui nous écoutent, parce que quand on discute un projet de loi de finances d'un pays, il est écouté partout. Et même les partenaires vont l'écouter si on avait c'est-à-dire on va utiliser un multilinguiste, elle va y avoir de l'espagnol et de l'anglais. Dernier élément, et désolé peut-être si j'étais un peu long sur la question, c'est tout ce qui est finances publiques. Finances publiques, l'État, il regarde sur le solde budgétaire, qui doit avoisiner les 3,5 dans les meilleures des situations. Et 3,5, comment on l'atteint? On l'atteint par deux sources essentielles. Je ne vais pas trop détailler, je ne vais pas anticiper sur les autres webinaires, mais je vais lancer des pétales, parce que j'ai commencé avec les pétales du côté rose. La première, c'est la fiscalité, qui va continuer à augmenter. Et désolé, moi, j'ai des écrits en la matière. Je dis que au bout de quelques années, puisque l'État cherche un peu à fouiller des chats et à chercher de nouvelles pistes chez les avocats, chez les médecins. Aujourd'hui, bientôt, c'est ce qu'on appelle l'examen de la situation d'ensemble des personnes physiques, tout argent dont la source n'a pas été identifiée doit payer quelque part l'IR. Sur la question, donc l'État continue. Je dirais, d'un côté, on l'appelle la pression fiscale parce que c'est 21 à 22% du PIB. Si on prend le volume des recettes fiscales rapportées PIB, ça représente quelque chose comme 21-22. Ça atteint 24, selon certaines analyses, et ça devient de la répression fiscale. Deuxième élément, pour clôturer, c'est la dette. Et la dette, il y en a deux facettes, publique et privée, dette du trésor et dette publique. Ce que vous lisez généralement, c'est la dette du trésor, qui est aux alentours de 60 à 70%. Par contre, si vous faites la dette publique en incluant les établissements, des établissements publics, à titre d'exemple, des collectivités territoriales, ça devient quelque chose, selon les sources, 83%, ça peut aller à 91%. Et selon, bien évidemment, les sources et la façon de lire la chose. Et donc, bref, continuité. Ensuite, c'est un peu l'orientation générale. Volontarisme, c'est du volontarisme, c'est pas de l'austérité. C'est du volontarisme basé sur la poursuite des grands projets, sur le respect d'engagement, plus particulièrement des engagements envers la FIFA. Il suffit de voir les grandes villes, les 6 villes qui vont abriter les matchs, les transformations en infrastructure. OK? Mais de l'autre côté, financer, particulièrement avec de la recette fiscale et de l'autre côté, avec quelques subventions d'innovation, ce qu'on appelle la finance qui est innovante, les crédits bail, à l'instant, ce qui a été fait avec les CHU, et avec de l'endettement. Et pour ceux qui s'intéressent peut-être à débattre la question, on finance notre budget de fonctionnement à travers le fiscal, les recettes propres à 10%, recettes propres, c'est-à-dire les recettes de monopole et des participations de l'État, et on finance l'investissement et le déficit par la dette. Merci beaucoup, les chers Matkoch, pour cette réponse extrêmement pointilleuse. Je vois que vous êtes très méticuleux dans votre lecture de la note de présentation de ce projet de loi de finances. Alors, il y avait à boire et à manger, justement, dans votre réponse, cher Richard Matoche. Alors, vous avez, dans votre éclaircissement, un petit peu anticipé sur les différents webinaires qui allaient suivre, justement, et je n'en attendais pas moins de vous, cher Richard. Et il faut rappeler à nos auditeurs que c'est une série de webinaires, et là, c'est concentré sur les orientations générales du projet de loi de finances 2025. On va essayer aussi de s'intéresser à la consolidation de l'investissement et la création de l'emploi. Donc, vous en avez un petit peu évoqué des bribes ou des pétales, si je peux reprendre vos termes, chez Hicham.
On va aussi parler de la préservation de la soutenabilité des dépenses publiques, le renforcement des piliers de l'État social et la poursuite de la mise en œuvre de, justement de ces réformes structurelles. Alors, dans votre réponse, cher Hicham Atoll, vous avez évoqué énormément de sujets, la maîtrise des finances publiques, la soutenabilité de la dette, la protection des plus vulnérables, ce que vous avez appelé les personnes à besoins spécifiques, et merci pour l'euphémisme, et le soutien à l'innovation, à la compétitivité des entreprises, parce que lorsqu'on voit dans le marché boursier marocain, marché principal et marché alternatif, le distinguo, il est très déséquilibré. 5 entreprises, 5 PME dans le marché alternatif et 73 entreprises dans le marché principal. Donc là, la balance, elle est un peu déséquilibrée. Vous avez aussi parlé de la consolidation de la souveraineté nationale défense et sécurité. Parce que je peux ajouter aussi ce qu'il y a dans l'un des axes de ce projet de loi de finances 2025, c'est justement l'investissement dans la transition écologique et la transition énergétique. On en parle énormément dans ce projet de loi de finances 2025 et réduire les inégalités sociales et territoriales. Alors là, à ce moment précis, nous arrivons à la dernière ligne droite de ce webinaire et on va essayer de profiter justement de l'expertise de notre cher Hicham Atoche et je ne peux éventuellement pas le laisser partir sans qu'il puisse nous parler des hypothèses clés de ce projet de loi de finances. Et ça sera ma dernière question pour vous, cher Hicham. Merci infiniment, Sylvain, pour l'anecdote et pour je dirais, changer un peu le temps du direct de PNF. Je vais partir à la fin quand même. Donc, en revenant un tout petit peu, si c'est le décor qu'on vient de donner, quand même, n'importe quel, je dirais, loi de finances, part d'un équilibre bien précis basé sur des hypothèses. Et c'est sur la base de ces hypothèses que les décisions, par exemple fiscales ou de financement de secteurs, sont prises quelque part, ou de réorienter certaines dépenses. Je donne un petit exemple, rien que pour savoir. Quand vous dites, par exemple, le taux d'inflation serait important, cela signifie qu'il faut appuyer le pouvoir d'achat. Et donc, la dépense doit être réorientée quelque part. Si vous dites, par exemple, que le prix du baril du pétrole ou de la tonne du butin va augmenter, va connaître des augmentations, c'est qu'il faut donner des subventions, telles qu'elle a été donnée aux transporteurs, ou des réductions à l'importation du bétail ou du blé, ou je sais. C'est d'où l'importance de votre question. C'est question des hypothèses. La tendance habituelle des gens qui lisent les hypothèses et qui restent des hypothèses, c'est qu'ils vont à la critique. Mais du moment que c'est des hypothèses et qui nécessitent de la démonstration, qui est habituelle, jusqu'à preuve du contraire, on les prend un jeu content, mais avec un recul. Je vous donnerai les 6 hypothèses sur lesquelles a été fondé le PLF actuel. Donc, ce n'est pas chose à discuter, mais chose à débattre. Le premier, c'est que le taux de croissance estimé, attendu, est de 4,6%. Pour 2024, prévisionnel, 3,3%. Mais si on va l'associer ce 4,6, il doit être associé à une autre hypothèse. 70 millions de contos en récolte. Va-t-on la réaliser ou pas? Point d'interrogation au ciel. Et du coup, 4, 6, 70, et on a eu une récolte de 30%. J'espère que la pluie sera de mise et que les greniers du Maroc, surtout le Selex, également du côté de Marrakech, le Haouz. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines régions, je suis désolé pour les Marocains, peut-être je suis novice en géographie, mais je suis fort plus ou moins avec de guillemets, parce que ça serait de l'égoïsme de le dire, à manipuler un peu la lecture de quelque chose qui s'appelle PLF. Et donc, associez s'il vous plaît 2 hypothèses pour savoir est-ce que l'une
va permettre la réalisation de l'autre. D'habitude, les hypothèses, on doit les déconnecter entre elles. Ici, il y en a des hypothèses qui sont à la fois des hypothèses et des déterminants d'autres hypothèses. Et c'est le cas, par exemple, du taux de la récolte, qui est la deuxième hypothèse, avec la première hypothèse, qui est le 4,6%. Vous avez pris le prix du butin, 500, je dirais, dollars tonnes, qui a été fixé. On n'est pas très loin de la moyenne, puisque cette année-là, en août, pardon, en septembre, c'était aux alentours de 522 dollars la tonne. Et 3 mois avant, c'était 499 dollars la tonne. C'est-à-dire que la moyenne, si on fait une moyenne de l'année, ça fait tomber sur les 500, mais sachez que l'État va continuer à donner un peu d'argent à la caisse de compensation de l'ordre de 16,5 milliards de dirhams. C'est-à-dire que bien qu'on ne paye un peu, ce que je parle des particuliers, on paye un 10 dirhams supplémentaire pour la grande bouteille, en attendant peut-être que ça va augmenter parce que le plan va jusqu'à 2026. Et donc, quelque part, on peut dire que c'est soutenable. Quatrième hypothèse, c'est plus particulièrement la question du taux d'inflation. Et le taux d'inflation a été fixé, donc un peu plus optimiste par rapport à, plutôt pessimiste, pardon, par rapport à l'année passée, ça a été fixé à 2%. Ça a été fixé à 2% dans l'ensemble, en moyenne, en moyenne. Vous allez me dire pourquoi le taux de chômage ne figure pas comme hypothèse, parce qu'on considère que c'est une résultante. L'inflation, revenez à la courbe de Phillips, là je vous fais retourner à ma règle d'or de tout à l'heure. Retourner à la courbe de Phillips, c'est sur l'inflation également à 15, parce que Phillips, c'est un keynésien. J'emmène à 15, et là je m'adresse un peu à la population savante, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'on ne s'adresse pas à monsieur tout le monde en français. Moi, quand je veux parler à monsieur tout le monde, c'est-à-dire à tous les Marocains, je parle d'Elijah, le PLF. OK? Mais maintenant, je dois parler avec la langue de Victor Hugo. Je la respecte, bien sûr. Donc, je disais, si vous permettez, taux d'inflation 2%, est-ce que soutenable, non soutenable? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais il faut le voir d'une manière régionale. Deux autres hypothèses, je crois qu'ils restent dans l'ordre de l'important, ou ce qu'on appelle les mathématiciens, du nécessaire non suffisant. Comme vous le savez, le panier de change, taux de change, échange, taux de change, il est sur 60%, 40%. Et on essaie toujours de trouver l'équilibre entre ces deux monnaies et on estime que c'est-à-dire que quand elle serait égale à 1,25 dollars, c'est soutenable, c'est bien. Et en tablant sur le fait qu'ils vont dans les sens inversés. Avec la nomination à la Chambre blanche de M. Trump, du président Trump, le dollar va à la c'est pas à l'ordre du débat. Mais les deux monnaies aujourd'hui sont à l'ordre. Dernière, c'est la demande étrangère, et particulièrement si vous avez les racines en Afrique, on compte beaucoup sur la demande africaine, tout en gardant nos anciens partenaires commerciaux, à savoir la France qui est revenue à la réconciliation, et l'Espagne, sans oublier qu'il y en a plus loin, partenaires sur lesquels table le Maroc, c'est la Russie, c'est la Chine, on ne les oublie pas dans cet monde. Donc les hypothèses, je ne vais plus me prononcer là-dessus, j'attendrai à ce que ce soit voté en comité du Conseil de l'Union si nous avons l'occasion de discuter la chose, peut-être que j'aurai d'autres avis. Très bien. Merci beaucoup, Karissa Matouche. Alors, moi, je suis vraiment abasourdi par votre mémoire photographique vis-à-vis des chiffres. Vraiment, vous avez cette tendance à retenir les chiffres, des chiffres qui peuvent être vraiment colossaux.
et vous arrivez à les retenir. Vous avez dit que vous avez des carences en géographie, mais moi j'apprécie particulièrement le fait que vous lisiez ce projet de loi de finances par le prisme géopolitique, qui veut dire que vous n'avez aucunement une carence en géographie ou en géopolitique. Alors là, on va s'intéresser, justement, parce que là, nous arrivons peut-être à la fin de notre webinaire, on va s'intéresser à quelques questions de notre auditoire. Je vois qu'il y a énormément d'interactions, donc c'est un sujet qui passionne et qui intéresse l'auditoire financier ou non financier. Alors, je vois qu'il y a une question qui est répétée deux fois d'un certain Jbari Reda. Il dit, est-ce que la Coupe du Monde aura une incidence sur le projet de loi de finances? La Coupe du Monde aura une incidence sur les 5 lois de finances qui vont venir, et plus particulièrement celle du démarrage et celle de 2025. Et plus particulièrement, je vais aller à des dispositions, parce que là, pour revenir avec M. Jpa, également tous ceux qui nous écoutent, la loi de finances, quand vous la lisez, il est composé d'une partie qui décrit un peu les projets, qui décrit les orientations et les dispositions fiscales prises, et de l'autre côté, on a tout ce qui est chiffré. OK? Tout ce qui est chiffré. Et elle se termine avec des techniques de répartition départementale et en même temps régionale. Départementale et régionale. C'est pas les lectures du PLF, comme vous le voyez. Il y a des dispositions fiscales qui exonèrent, par exemple, la FIFA et ses représentations ici au Maroc de tout ce qu'il va gagner, tout ce qu'il va acheter, tout ce qu'il va faire. Hier, TVA. Hier, TVA. Et dans l'IS, ça n'a pas été signalé. Donc, déjà, rien que ça, pour ne pas créer des infrastructures, continuer à appuyer le tourisme, hôtellerie, continuer à développer l'infrastructure transport, logistique, tout ce qui est autoroute, route, chemin de fer, tout ce qui est extendu, à ne pas oublier, parce que vous tout ce qui est gare, tout ce qui est rénovation, tous ces éléments-là qui s'inscrivent en réalité dans la préparation du grand événement qui est la Coupe du Monde, à mon sens, qui vont rester quand même ici, parce que l'infrastructure n'est pas amortissable pour quelques années. Hein. Oui, la Coupe du Monde va passer ici, va passer de là, comme on dit, mais l'infrastructure reste. La principale infrastructure, pour terminer, pour laquelle il faut penser réorientation, c'est un peu les terrains de grande taille. Et déjà, le Maroc, peut-être, il se prépare à avoir des terrains de grande taille, mais qui seront réutilisés soit d'une manière commerciale, c'est-à-dire que l'on va en faire autour de ça des activités, soit qui vont être démontés partiellement pour en faire des moyens terrains. C'est un peu ce que l'expérience du Qatar. Merci beaucoup, alors, merci déjà de répondre dans la langue de Victor Hugo. Vous avez dit, moi je l'appelle la langue de Molière, chacun son auteur de prédilection. C'est une langue que vous maîtrisez. Moi également, j'étais Émile Zola. Émile Zola, très bien. Les Français. Parfait. Alors, merci beaucoup. Il y a une deuxième question qui me paraît assez intéressante. Elle dit, donc je le cite, utilisateur inconnu, donc il n'a pas donné son nom. Quel secteur prioritaire bénéficie d'une augmentation de budget et comment ces choix sont-ils alignés avec des objectifs de développement durable et d'inclusion sociale? On en avait parlé brièvement tout à l'heure lors d'une ou deux questions que vous avez évoquées. Si vous permettez, on ne veut pas juger ce qui est alloué à un secteur par le volume. C'est plutôt par rapport à ses objectifs, par rapport à la volonté du pays de développer tel ou tel secteur. Autrement dit, si je prends par exemple 103 milliards pour le secteur éducatif, système éducatif, ça ne veut pas dire que il est le premier qui reçoit et finalement, c'est celui que l'on veut réellement développer davantage. Ce qu'il faut écouter à travers ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la dépense incompressible, c'est les salaires.
ce qu'on appelle la masse salariale. Dans ce secteur-là, la masse salariale, elle est importante. Donc, si vous voulez réellement juger, il faut aller vers l'investissement, vers la maintenance et la rénovation. Et donc, SVP, cette question, je ne vais pas les bien, mais elle est bien placée, mais les chiffres en volume, pour moi, ne me font pas parler. C'est pourquoi j'ai commencé tout à l'heure par la grille de lecture. Il faut une véritable grille de lecture pour lire les chiffres et non pas voir les chiffres dans leur grandeur. Grandeur nature, quelque chose qui est géant, peut avoir des pieds d'argile. Très bien. On va peut-être partir sur une dernière question qui me paraît aussi intéressante. Il y a un certain Imadine Adrien qui nous dit, je souhaiterais savoir si le Maroc s'aligne, on en avait parlé tout à l'heure, avec les 4 objectifs de l'économie 1. Ah, je vais poser des questions. Oui, oui, oui. Alors, la dernière ici. Les objectifs de l'économie selon Caldor que vous avez cité, pensez-vous que ces concepts sont applicables dans la pratique ou s'agit-il principalement d'un débat théorique qui ne peut pas être entièrement mis en œuvre dans le contexte marocain? Merci infiniment pour cette question. D'habitude, de là où je viens, c'est-à-dire on n'a pas d'être théoricien. OK? Autrement dit, de parler dans l'air sans parler dans l'autre. C'est comme si nous sommes des aigles qui planent. En fait, la théorie, quand elle plane, c'est de la sagesse. Il ne vient pas du vide. Il vient d'une réalité ou il vient d'une normative. Soit on est utopiste et on rêve. Et là, moi, je ne rêve pas. Soit on est terre à terre et on discute. Et là, Caldor avait discuté, et avec autrui, discuté de croissance à l'époque, sans ces déterminants. Comment peut-on l'approcher? Est-ce que le taux d'inflation est suffisant avec le taux de chômage pour en parler économie? Est-ce qu'il ne fallait pas croiser des taux entre eux, des variables entre elles, pardon, croissance et emploi pour parler quelque chose de taux de chômage, croiser ça avec ça pour parler de taux X ou Y ou Z. Et finalement, pour moi, ce n'est pas des débats théoriques, c'est des éléments de grille de lecture. Si vous n'empruntez pas aux scientifiques, ils sont censés être objectifs, ils sont censés produire de la connaissance scientifique qui est enrichissable, qui est cumulative. Comment pouvez-vous lire SVP? Et c'est pas, moi, j'aime pas, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour la question. SVP, essayez d'évaluer quelque chose qui s'appelle théorie à sa juste valeur. C'est pas du blabla. Oui, c'est du blabla pour quelqu'un qui va lire des livres sans comprendre qu'est-ce qu'il renferme. Mais qui lit en recul, c'est pourquoi quand mon ami et grand frère et mon cher frère, quand j'ai dit grand, c'est pas grand dans l'Inde. Moi, je suis grand parce que j'ai la blancheur. Lui, il est grand en posture. En posture et en éloquence. Je vous remercie pour votre éloquence. Moi, j'ai dit c'est Victor Hugo et Émile Zola et vous avez dit Molière. On était en train de dire des écrivains qui ne décrivaient pas une réalité telle qu'il est. Ils décrivaient une réalité dans le récit d'un roman. Tant classé qu'ils ne décrivaient pas une véritable réalité. C'est un peu s'il vous plaît, Caldor, il peut rester une référence. Bref, il peut rester une référence. Stiglitz et j'en passe. Les grandes sommités qui ont lu Le Monde, ils peuvent le manier. Suivant les doctrines à laquelle ils appartiennent, parce que finalement, il y a des doctrines libérales, des doctrines socialistes, pour ne pas dire sociales, des doctrines ESF, économie sociale et solidaire, des doctrines islamiques, et j'en passe. Chacun peut lire, mais il ne peut pas être subjectif. Objectif. Merci beaucoup, cher Hicham Atoche. Bien évidemment, tous les théoriciens que vous avez cités. De répondre de manière un peu directe. C'est moi. Et tel que je suis moi. On n'en demande pas moins de vous, cher Hicham Atoche. C'est pour ça que vous êtes un orateur qui est convié dans plusieurs manifestations scientifiques et publiques.
Et j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit pour dire que les théoriciens, bien évidemment, ce sont des références en la matière dans la théorie, mais aussi dans la pratique. On essaie justement d'empiriser leur théorie dans l'introspection empirique. Vous avez cité Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz est un prix Nobel en économie. Donc, si ça, c'est pas une référence, qu'est-ce que c'est? Alors, étant donné, je voudrais dire à nos auditeurs aujourd'hui que cette thématique aujourd'hui est tellement intéressante que nous avons aussi un public en présentiel. Donc, si jamais les personnes qui sont là en présentiel souhaiteraient euh, poser des questions à notre intervenant, alors on va prendre une à deux questions parce que là, nous sommes aussi serrés par les délais impartis par le webinaire et par l'école. Donc, on va partir vers... Allez, oui, vous. Comment le gouvernement peut-il lancer un financement durable pour la généralisation de la protection sociale qui pourrait contribuer le budget? Très bien. En fait, parler de maintenir le financement, ce qu'on peut appeler le plan de financement de la vie obligatoire, l'horizon court terme, c'est 54 milliards. Comment la financer? C'est des grands points d'interrogation, question qui ne peut pas être dans le cadre du PLF 2025, mais dans la stratégie future. C'est-à-dire, il faut, dans le triennal, c'est discutable. Mais mon souci à moi, c'est pas le financement, 100%. Donc, elle essaie de mettre les basiques et les piliers pour y aller. Mais en finance, il faut aller discuter avec la personne qui a été introduite dans l'amour, qui se trouve dans la difficulté de payer les effets. Finalement, qui se retrouve quand elle a besoin d'une opération, d'un problème de couverture. C'est là où il faut le poser au niveau microéconomique et non pas au niveau macroéconomique. Macro, c'est une question de dire, je dirais, en développe, puis qu'on a la couverture. En microéconomique, chacun a sa couverture. J'espère que j'étais un peu proche, mais cette question d'amour est tellement, je dirais, pertinente de votre part, et ça me rappelle des débats que j'avais animés en 2005 jusqu'à 2008 sur les caisses de retraite. Sur les caisses de retraite, je rappelle que j'étais un chercheur de fonds à ces caisses de retraite parce que dans une autre vie, j'ai travaillé 9 ans sur les caisses de retraite en général. J'étais chercheur sur cette question-là. Et ça me rappelle ce débat. Et c'est les équilibres de ces caisses. Et on voit la seule chose que j'ai dans le clientèle de professionnels, c'est d'unifier la comment il va être conduit, comment il va s'équilibrer, comment on va trouver les réponses à des questions, surtout des personnes démunies, des personnes favorisées, on leur parle qu'ils doivent prendre part au paiement. Ça, c'est une autre question. C'est une question à laquelle on va essayer. On a une réponse. Oui, justement, parce que pourquoi? Parce que l'un des axes, justement, de ce projet de loi de finances, c'est le soutien ou c'est la réforme du système de retraite. Et un des piliers de cette note de présentation de ce projet de loi de finances 2025, c'est justement le renforcement des piliers de l'État social. Et on aura l'occasion de discuter un peu plus amplement de la chose dans le quatrième bloc de cette série de webinaires organisés par les CESCA Business School, et ça s'appellera le renforcement des piliers de l'État social. Donc, cette question, peut-être vous allez la reposer encore une fois à l'intervenant qui va essayer de décortiquer des coins et des recoins de ce bloc. Alors là, je pense que nous arrivons à la dernière ligne droite et à la fin de ce webinaire. J'aimerais juste finir. Il y a une dernière question? Il y avait une dernière question. Désolé parce qu'en fait, c'est l'autorité d'un modérateur. Mais on ne sommes en amitié que quand même. Oui, pour vous, cher Hicham Hatouche. Allez-y. La question est portée un peu sur les volets fiscaux. Est-ce que lorsqu'on parle de l'orientation que vous avez précité sur
les projets de finance, on parle d'investissement emploi, on parle de état social, de développement durable. On ne sait pas quelle posture à prendre pour l'État. Est-ce qu'on doit finir le dépense fiscale, ça veut dire encourager certains secteurs, ou bien élargir la dette fiscale pour financer les investissements de développement durable? Merci infiniment. Je vais anticiper quelque part parce qu'il y aura certainement une session dédiée carrément rien que à ça. Parce qu'il y a un tableau au milieu du PLF. Je vous invite à aller le voir. C'est le tableau d'équilibre ressources emploi. OK? Recette dépenses. Et je parle ressources parce qu'il y a la dette. OK? Et donc, dans ce tableau-là, cette question de la fiscalité va dans les deux sens à la fois. L'élargissement de l'assiette, unification des taux, parce que ça relève de la loi organique, de la loi qui a été adoptée pour la réforme fiscale. Pour la réforme fiscale, qui fait partie du nouveau modèle de développement pour revenir au point de départ dont on a parlé, mais également des doutes qui ont été exprimés dans différentes assises fiscale. Et donc, il faut aller autrement dit, quand on est en dépense fiscale, par exemple, dans le bâtiment, quand le bâtiment marche, tout marche, le ciment. Le ciment, il est taxé, mais le bâtiment, il est surtout dans le social, entre guillemets, le social, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, celui qui va bénéficier de la subvention directe. C'est-à-dire, on va te subventionner en tant que consommateur, et de l'autre côté, les producteurs vont essayer de produire quelque chose qui se rapproche de l'offre générale demandée. De l'autre côté, il essaie d'élargir l'assiette. Et j'ai donné un exemple, plus pas moins, rien que pour ça, ça mérite d'être examiné. Quand on vous dit que toute personne ayant des recettes, ou plutôt des ressources, dont la source n'a pas été identifiée et qui ne peut pas justifier, sera taxé à la source en prélèvement. Autrement dit, vous faites l'examen d'ensemble, vous avez quelqu'un qui n'est ni fonctionnaire, ni propriétaire d'une entreprise, mais qui achète une voiture luxueuse. On ne peut pas donner de marque. On avait appris en marketing qu'il ne faut pas donner de marque. Luxueuse. D'où? Donc, on est dans l'élargissement de l'assiette. Je donnais un seul exemple pour ne pas s'aventurer, mais quand même, dans la fiscalité, cette année quand même, il y a une dépense fiscale qui intéresse plus ou moins. C'est l'exonération de la première tranche de l'IA qui va passer de 0 à 30 000 dirhams vers 40 000 dirhams. Et la tranche supérieure qui était taxée avec un taux de 38% qui passe à 37%. Bien sûr, avec des changements de taux intermédiaires, rien que ça. Et également, il y a une autre. Ça peut apparaître pour certains que c'est des miettes. OK? Mais pour certains, c'est quand même de l'argent supplémentaire qui peut couvrir une augmentation quelque part. Et donc, vous avez le tableau qui a changé. Vous avez également une personne en charge, qui passe de 360 dirhams à 500 dirhams. Enfant à charge, votre femme à charge. Parce qu'elle est en charge, même s'il est fonctionnaire. Très bien. Merci beaucoup, Hicham Akto. Je voudrais juste aussi répondre à la personne qui a posé la question. C'est que c'est une question qu'on va aussi, à laquelle on va aussi s'intéresser dans le troisième bloc, préservation de la soutenabilité des dépenses publiques. Donc, restez à l'affût par rapport à ce bloc-là. C'est le troisième bloc de cette série de webinaires. Et j'aimerais juste finir ce webinaire pour dire que la compréhension qu'on peut faire de ce projet de loi de finances, c'est qu'il s'agira d'articuler les priorités politiques avec les contraintes économiques et essayer d'ancrer la résilience économique du Maroc pour rester à l'aune des recommandations du nouveau projet de développement et des recommandations du programme gouvernemental 2021-2026. Alors sur ce, nous arrivons à la fin, vraiment à la fin, l'aboutissement de ce webinaire. J'aimerais tout de même profiter de cette occasion
de remercier et de témoigner mon intime gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce webinaire. Donc, les CELSCA Business School, l'équipe académique, pédagogique et technique. Je voudrais remercier aussi les personnes qui ont fait le déplacement pour assister, les personnes qui ont été en différé et très nombreux à nous suivre et qui ont qui ont émis beaucoup d'interactions. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, le prochain mercredi 20 novembre, qui va s'articuler autour euh, de la, de la dynamique d'investissement et la création de l'emploi. Donc, c'est le deuxième bloc de ce projet de loi de finances 2025. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Merci.